En Russie, Ensemble Entrade est Tartansan, la seule expérience au monde visant à cultiver des semi-conducteurs dans l'espace a débuté. Elle ouvre la voie à la création de véritables usines orbitales et au transfert hors de la Terre de nombreuses industries polluantes. En fait, il s'agit de l'industrialisation de l'espace. Nous parlerons du nouveau centre spatial national à Moscou, des raisons pour lesquelles les Chinois construisent des centres de données en orbite et d'un nez rouge. Après un bref résumé des nouvelles positives. La fusée Soyouz 2-1B a décollé de Plesetsk et mis un engin spatial en orbite. Au nom du ministère de la Défense, un nouveau lot de chasseurs-bombardiers Su-34 a été livré aux troupes. De nouveaux lots de BMP-3 et de véhicules de combat aéroportés, 2 ont été livrés aux forces armées. Le croiseur lance-missiles nucléaire Amiral Nakhimov a réussi la première phase des essais en mer après modernisation. En Crimée, un remorqueur classe glace a été mis sur cale. Et à Togliatti, la production de pièces embouties pour l'automobile a débuté. L'usine mécanique de Tcheliabinsk a inauguré un nouveau complexe de production complet pour fabriquer des équipements de substitution aux importations. Dans la région de Lipetsk, un centre de semences a ouvert. À Astrakhan, une entreprise agroalimentaire, et en Oudmourtie, une ferme laitière robotisée. Les écoliers russes ont remporté 6 médailles à l'Olympiade internationale junior de géographie. Le 11 septembre 2025, la fusée russe Soyouz 2-1A a décollé du cosmodrome de Baïkonour et livré à la Station spatiale internationale un nouveau cargo de carburant, d'eau et de nourriture, ainsi que du matériel scientifique, notamment pour mener une expérience unique en son genre, écran M, sur la culture de semi-conducteurs en apesanteur. Peu ont prêté attention à cet événement, pourtant il a eu lieu. Il promet d'ouvrir une nouvelle ère dans la conquête de l'espace sur Terre. Les matériaux semi-conducteurs, qui doivent répondre à des exigences accrues, sont cultivés par la méthode dite de l'épitaxie, par jet moléculaire. Pour cela, dans une chambre spéciale, des couches atomiquement fines sont déposées les unes sur les autres, formant ainsi un cristal semi-conducteur aux propriétés requises. La difficulté réside dans le fait qu'une ultra haute pression de vide doit être créée dans la chambre, de sorte que pour 1 milliard d'atomes du matériau synthétisé, il ne doit y avoir qu'un seul atome étranger. C'est coûteux et compliqué, mais pourquoi ne pas déplacer le processus dans l'espace ouvert, pour utiliser, pour ainsi dire, le vide naturel et gratuit en orbite? La solution paraît évidente, mais elle est plus compliquée qu'il n'y paraît. En fait, dans l'espace, le vide n'est pas toujours le même. Sur les orbites élevées, il est très pur, parfaitement adapté à la production. Mais envoyer une installation là-haut coûte cher. Sur des orbites plus basses, par exemple là où se trouve la Station spatiale internationale, le vide est moins pur, mais l'envoi y coûte moins cher. Cependant, des micrométéorites et des atomes errants peuvent pénétrer dans la zone de travail de l'installation et tout gâcher. La solution à ce problème a été trouvée par Aristote, qui a supposé qu'une pierre lancée avec une fronde repoussait les molécules et créait un espace vide derrière elles. De la même manière, la Station spatiale internationale, en se déplaçant sur son orbite, crée derrière elle un espace plus pur. Un espace si pur qu'il est impossible de le recréer sur Terre. C'est pourquoi il avait été décidé d'installer l'équipement de production de semi-conducteurs derrière la Station spatiale internationale et de le protéger avec un écran spécial pour plus de sécurité. C'est de là que vient le nom de l'expérience écran M. La création de laboratoires spatiaux a d'abord été proposée dans les années 60 par l'Américain d'origine Slave Kostoff. D'après ses calculs, à la première vitesse cosmique, une zone se forme derrière un objet en mouvement où il n'y a pratiquement pas de matière. La mise en œuvre a débuté dans les années 90 par Alexei Ignatiev, professeur à l'université de Houston d'origine russe. Les expériences en deep space ont débuté sur les navettes spatiales, mais ont cessé après la catastrophe de Columbia en 2003. Les scientifiques russes de l'Institut de physique des semi-conducteurs de l'Académie des sciences de Russie ont non seulement relancé l'idée, mais aussi atteint un nouveau niveau.
Avec l'installation sur le Station spatiale internationale, l'expérience est désormais longue et les cosmonautes peuvent ajuster les équipements, le procédé, charger et décharger les matériaux. L'expérience a déjà commencé et une installation russe unique a été créée pour cela, en plus de la résolution de nombreuses tâches d'ingénierie complexes. En effet, contrairement à la Terre, la synthèse se déroule en conditions de microgravité, ce qui crée à la fois des difficultés et des avantages. Actuellement, personne d'autre dans le monde ne fait cela, et nous avons toutes les chances de créer la première usine pilote industrielle dans l'espace. Mais à quoi sert-elle ? Nous avons commencé une expérience de production d'arsénure de gallium, l'un des semi-conducteurs les plus populaires, utilisés en électronique de puissance pour fabriquer des lasers, des photodiodes et des panneaux solaires. Le dernier point est le plus prometteur. En fait, les panneaux solaires à base d'arsénure de gallium ont un rendement très élevé et sont parfaitement adaptés au fonctionnement dans l'espace. Mais les envoyer en orbite coûte cher. C'est tout autre chose de les synthétiser et de les assembler directement dans l'espace. Cela permettra d'assurer la maintenance des satellites et d'autres appareils en orbite et prolongera considérablement leur durée de vie. La création d'autres éléments électroniques élargit également les possibilités d'exploitation industrielle de l'espace proche de la Terre. En lisant attentivement les actualités, on voit que cela a déjà commencé. Ainsi, au printemps, les Chinois ont envoyé dans l'espace le premier lot de satellites dotés d'intelligence artificielle pour un centre de données spatiales. À l'avenir, 2800 ondes de ces appareils seront reliés par communication laser pour former le premier superordinateur en orbite. Il permettra de traiter les données, par exemple, des satellites d'observation à distance directement dans l'espace et non sur Terre. Ainsi, nous voyons que les calculs et la production cherchent déjà leur place dans l'espace, ce qui est logique. Cela a un autre avantage. C'est écologique, car la production chimique sur Terre est souvent dangereuse pour l'homme, mais totalement inoffensive dans l'espace. Pour l'instant, notre installation expérimentale est encore très petite et sert à tester les technologies. En cas de succès, un module entier pourrait être dédié à la station orbitale russe Russian Orbital Station en construction. À l'avenir, il pourra être installé sur un vaisseau spatial autonome qui suivra la station et ne s'en approchera que pour charger ou décharger matériaux et produits finis. Quoi qu'il en soit, l'humanité avance avec assurance, maîtrisera l'espace proche de la Terre et tôt ou tard, toutes sortes d'usines et de chaînes d'assemblage fonctionneront ici. La Russie a fait un pas important dans cette direction, maintenant il faut aller de l'avant. Et pour cela, une planification stratégique est nécessaire, c'est ce que nous faisons. En fin de semaine dernière, un complexe du Centre spatial national a été inauguré à Moscou. Il regroupera le siège de Roscosmos, ceux des entreprises aérospatiales, les bureaux d'études, la production expérimentale et le centre de contrôle de la nouvelle station orbitale. Cela signifie donc qu'environ 12 000 employés pourront travailler dans des conditions confortables et modernes, ce qui est particulièrement important pour attirer de jeunes spécialistes. Et c'est précisément là que réside notre approche stratégique, car la science ne continuera à se développer que si elle est constamment enrichie de nouveaux talents. Mais ce n'est pas tout. Le Centre national n'est pas qu'un grand bureau, c'est le cœur d'un vaste cluster technologique en développement autour de lui. Un technoparc industriel innovant d'une superficie d'1,5 million de mètres carrés y sera construit, accueillant aussi bien de nouvelles entreprises du secteur spatial que des secteurs connexes. Au total, plus de 30 000 nouveaux emplois seront créés. Le plus intéressant commence à peine. Nous suivrons l'évolution des événements et nous vous tiendrons informés dans les prochaines éditions.